Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, nouvelle vidéo, mais avant tout, je vous souhaite bien évidemment une bonne année. Bonne année en fait 2023. Je vous souhaite bien évidemment le meilleur, surtout pour la santé, mais aussi surtout pour vos investissements. Parce que Dieu sait en fait que 2022 a été une année de purge qui n'a pas été forcément très évidente, on va dire, à gérer. Les prochaines années ne seront pas forcément des plus simples non plus, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va avoir des marchés qui vont bouger beaucoup plus, et on va avoir également beaucoup plus d'opportunités au niveau de l'investissement. Alors, on va commencer en fait cette première année avec, en fait cette nouvelle année plutôt, avec les 10 leçons à retenir sur l'année 2022. Il s'est quand même passé pas mal de choses. Je pense qu'il y a beaucoup en fait de choses à retenir par rapport à ça. Et surtout, ce qui est important en fait, c'est qu'il faut profiter du début d'année pour vraiment faire le point sur toutes les erreurs en fait qu'on a pu faire, pour surtout éviter de ne pas les reproduire. Et surtout aussi de faire un petit peu un compte rendu, voir là où on a eu raison, là où on a eu tort. Bon, c'est un exercice qui est un petit peu personnel, mais pour le coup, c'est important quand même de le faire, toujours pour évoluer. Et c'est pas en fait parce qu'on a 5 ans, 10 ans d'expérience en investissement. Moi, ça fait maintenant depuis très longtemps que j'investis en fait dans ce marché. C'est pas pour autant en fait que je me repose sur mes lauriers. Il faut tout le temps se remettre en question parce qu'on évolue en fait dans un monde et dans un marché qui évolue constamment. Donc ceux en fait qui se reposent sur leur laurier en général, bah c'est comme pour les algos en fait de trading, si on les met pas à jour, pour le coup ils sont vite dépassés. Donc on va un petit peu faire voilà, le point. J'ai à peu près une dizaine de leçons à retenir. Avant de commencer, si vous voulez mon analyse de marché que j'envoie de manière assez régulière, mais uniquement sous forme de lettres d'investissement, donc c'est gratuit, le lien il est directement disponible en description. Il y a eu un début en fait de beaux mouvements sur les marchés où on a peut-être pour le coup en fait un signal de point bas de marché, donc ce sera je pense intéressant pour le coup de voir cette lettre là. Donc je rappelle le lien en description. Allez, on commence. Donc les 10 leçons à retenir sur 2022. La première, celle qui fera pas forcément plaisir, les analyses de long terme, ça ne sert à rien. Je sais, tout de suite, il y en a qui vont sauter, qui vont bondir de leur chaise. En fait, toutes les personnes qui font des analyses de long terme, c'est uniquement pour faire plaisir à la galerie. Voilà, ça sert strictement à rien, dans le sens où déjà, faire des analyses sur quelques jours, voire quelques semaines, c'est déjà compliqué. Parce qu'on évolue en fait dans un environnement qui n'est plus aussi stable qu'auparavant. Aujourd'hui, en fait, on a une politique monétaire qui a complètement changé. On a énormément d'événements micro ou macro qui se produisent aujourd'hui et qui peuvent venir tout chambouler. Et en fait, tellement de choses peuvent changer en un claquement de doigts que essayer en fait de faire des analyses de long terme, ça n'a strictement aucun sens. Donc au final, à chaque fois, en début d'année, je sais, c'est toujours voilà les prédictions pour 2023. Tout ça ne sert strictement à rien. Mettez-moi tout ça à la poubelle s'il vous plaît. D'accord? C'est juste en fait des choses qui sont tirées du chapeau, qui n'ont aucune réelle valeur et qui ne servent à rien. Il faut être rationnel, il faut être objectif. Moi, quand je vois en fait pour le coup, quand je vois en fait des personnes qui sont déjà en train de parler en fait d'un Bitcoin qui va refaire un nouveau plus haut en 2023, je suis désolé en fait, mais dire ça, ça ne sert à rien à part juste donner espoir à ceux qui hold. Ok, pourquoi pas, mais j'ai envie de dire en fait ces personnes mentent parce qu'ils n'en savent strictement rien. Donc au final, il faut être honnête avec les gens. Ceux qui hold aujourd'hui, on a aucune idée en fait de savoir si le Bitcoin fera un nouveau plus haut. On n'a même aucune idée en fait de savoir si on ne fera pas de nouveau un nouveau plus bas. Donc ça, il faut quand même le comprendre. Et investir juste en ayant espoir, juste en priant, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc tout ce qui est analyse de long terme, s'il vous plaît, on met tout ça à la poubelle. Moi aujourd'hui, en fait, quand j'investis, je suis pas en train d'investir en mode ok, je pense que le Bitcoin fera ça. Non, en fait, moi je pense rien, je m'en fous en fait. Parce que pour le coup, on ne sait pas ce que fera le Bitcoin. Il peut aller à 30 000 $, 50 000, 100 000, je m'en fiche royalement. Ça n'a aucune importance pour moi parce que je vais prendre des décisions d'achat ou de vente à des niveaux clés et ensuite j'attendrai en fait de voir sur le moment si ça commence un petit peu à surchauffer, s'il y a différents indicateurs qui commencent à me dire attention, là je vais commencer à prendre des profits. Mais je vais pas juste en fait comme ça me baser en fait sur des chiffres tirés du chapeau ou alors sur des moyennes mobiles
sur des moyennes mobiles ou tout autre type d'indicateur qui va vous prédire en fait ce que vous avez envie de voir. Un Bitcoin qui va bien évidemment beaucoup monter. Donc tout ça, en général, ça n'a aucune valeur et il suffit juste en fait de regarder ceux qui n'arrêtaient pas en fait de se baser en fait sur des modèles qui sont complètement périmés aujourd'hui et en fait ils ont fait que se tromper depuis des années. Ils ont fait que se tromper en fait sur tout et on a encore vu de nouveau quoi, une moyenne mobile 200 en weekly qui a été cassée à la baisse, chose qui n'était effectivement jamais arrivée. Mais de nouveau, l'avenir est incertain. Donc si on se base uniquement sur ce genre de choses, malheureusement, on a plus de chances de se tromper. Premier point. Deuxième point, je pense que c'est important et honnêtement, moi je l'ai vu en 2020-2021, il y a une énorme quantité de personnes présentes sur les réseaux sociaux. Mais alors vraiment, mais beaucoup plus que ce que moi, à mon époque, j'ai pu connaître. Moi, honnêtement, quand je me suis lancé, c'était à peu près en 2017 sur les réseaux sociaux, pour commencer un petit peu à partager en fait mon expérience par rapport au marché des crypto-monnaies. On devait être 5, 6, 7 à avoir une chaîne YouTube. Et en fait, des personnes qui sont encore en vie aujourd'hui, je crois qu'il en reste que 3 ou 4. Je pourrais compter Asher, je pourrais compter Georges de Slashcoin et je pourrais compter le trading du coin. Mais il me semble qu'à l'époque, il n'y avait personne d'autre. Voilà. Et déjà, à ce moment-là, il y avait tout un tas en fait de personnes qui commençaient à créer des chaînes pour dire vraiment n'importe quoi. Et surtout sans aucune expérience. Mais alors là, aujourd'hui, on a atteint un niveau, j'ai l'impression que tout le monde a une chaîne YouTube, que tout le monde a un compte Twitter et tout le monde partage plein d'informations, alors que malheureusement, je pense qu'il n'y a pas tant de personnes que ça qui ont réellement l'expérience là-dedans. Donc arrêtez d'aduler les personnes sur les réseaux sociaux. Personne n'est devin. Aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui donnent son avis, mais en fait, ça sert strictement à rien. Moi, par exemple, à titre personnel, je ne regarde pas une seule vidéo YouTube qui parle de la crypto et de l'investissement. Parce que ça ne m'intéresse pas de savoir qu'est-ce que pensent les autres. La seule chose que je peux être amené à faire, c'est uniquement suivre sur Twitter, parce que c'est beaucoup plus rapide, pour voir un petit peu la tendance, voir les personnes que moi je juge compétentes, voir un petit peu ce qu'ils disent. Est-ce qu'ils sont haussiers? Est-ce qu'ils sont baissiers? C'est quoi un petit peu leur analyse? Et ça me permet un petit peu, on va dire, de me confronter à ma propre analyse. Mais ça n'ira pas plus loin. Et je ne perds pas des heures et des heures par jour à regarder en fait des vidéos. En général, c'est une perte de temps. Et je pense que vraiment, ce sera hyper intéressant en fait pour vous de faire cet exercice-là. Est-ce que toutes les vidéos en fait que vous regardez ont réellement une importance? Et je pense que honnêtement, déjà gagner du temps en évitant de perdre son temps sur des vidéos inutiles, j'espère que ce ne sera pas celle-là, pour le coup, vous verrez que vous serez peut-être beaucoup plus productif. Ensuite, personne n'est devin sur les réseaux et surtout, en fait, ne croyez pas que quelqu'un a la science infuse. Voilà. Parce que le nombre de personnes qui se sont trompées, moi y compris, pour le coup, depuis 2020, je peux vous assurer qu'ils sont nombreux. Troisième leçon, hyper important. Et attention, c'est pas pour me la jouer au mec qui sait tout, aux prétentieux, absolument pas. Ok. S'il y a beaucoup d'acteurs sur un marché, on estime en fait que le niveau moyen d'intelligence, il est faible. Pourquoi? Tout simplement en fait parce que on va avoir un mix de compétences. On va avoir en fait des personnes qui sont expérimentées, des personnes qui connaissent bien ce milieu, des pros du marché. Et on va également avoir une énorme quantité de personnes qui vont uniquement venir parce qu'ils ont été, soit on leur en a parlé, soit ils ont été attirés en fait par des hausses de prix. Et malheureusement, ces personnes-là n'ont pas beaucoup d'expérience. Donc c'est ça en fait qu'on appelle d'intelligence de marché. C'est pas l'intelligence en tant que telle, bien évidemment. Donc plus on va avoir d'acteurs sur un marché, et plus, grosso modo, l'intelligence moyenne va être faible. Et qu'est-ce qui se passe quand l'intelligence moyenne, elle est faible? Eh bien, c'est plus facile de générer de la performance. Pourquoi? Parce qu'on aura des signaux beaucoup plus clairs. Il y aura beaucoup moins de pièges, parce que tout simplement, il y a énormément d'acteurs qui, tout bêtement, voilà, il y a une cassure de résistance, ils vont tous passer à l'achat. Donc, boum, forcément, ça part. Maintenant, quand on est en fait dans un marché où il y a peu d'acteurs, eh bien, en général, quand il y a peu d'acteurs, ceux qui restent, c'est uniquement les pros, les initiés, les expérimentés. Donc, le niveau d'intelligence, il est beaucoup plus élevé.
Et donc ça veut dire que, je rappelle quand même que les marchés, c'est un petit peu une bataille. Hein. C'est une bataille, on n'est pas là pour tous gagner. Ça pour le coup, il n'y a que ceux qui vivent dans le monde des bisounours qui croient à ça. On est là en train de se battre pour le coup, notamment entre les acheteurs et les vendeurs, en permanence. En permanence, il y a cette bataille-là. Et en fait, grosso modo, quand on est en fait dans une phase, par exemple, de bear market, après 6 mois, voire une année, il reste que ceux qui ont réussi à survivre. Donc ça veut dire les bons, les meilleurs. Et donc forcément, ça va être beaucoup plus difficile de générer de la perf dans un contexte de marché où il y a une intelligence moyenne qui pour le coup est très élevée. Parce que ça se trouve, on sera au même niveau, voire on sera légèrement inférieur. Et donc dans ces conditions de marché, c'est beaucoup plus difficile de gagner. Et donc ça, il faut l'accepter. Il y a des moments où on peut gagner beaucoup, il y a d'autres moments où c'est beaucoup plus compliqué. Et il faut avoir l'humilité en fait de le savoir. Et la meilleure chose à faire en fait dans ces conditions, quand on voit qu'on n'est pas au niveau, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont des super algos ou je ne sais quoi en fait qui, pour le coup, eux arrivent à plutôt bien générer, ou des stratégies que vous n'appliquez pas qui performent mieux, la meilleure des choses à faire, c'est ne rien faire. Voilà. Comme ça, on évite de cramer en fait du capital de manière inutile. Donc ça, c'est hyper important également de le comprendre. Quand le niveau moyen d'intelligence il est faible, en fait, tout le monde se prend pour un trader. Mais en réalité, en fait, c'est juste que ces personnes évoluent dans un marché extrêmement simple. Mais malheureusement pour eux, heureusement pour nous, ça ne durera pas. Quatrième point, la gestion du risque doit toujours être votre préoccupation numéro 1. Et alors là, mais Dieu sait qu'en 2022, on a vu de nouveau le nombre de personnes qui s'en foutent royalement de la gestion du risque. Je suis désolé en fait, mais quand on fout tout son pognon sur l'UST sous prétexte que ça génère 20%, quand on fout tout son pognon sur Celsius sous prétexte que j'ai pas envie en fait de laisser dormir mes cryptos ou mes stablecoins, quand on fout tout son pognon sur FTX parce qu'on pense que c'est la meilleure plateforme du monde et qu'elle fera jamais faillite, je suis désolé en fait, mais ça, ce n'est pas gérer ses risques. Quand on gère ses risques, on les gère vraiment. Ça veut dire, de manière extrêmement simple, on se diversifie sur tout. Sur les stablecoins, si on veut générer du rendement, sur les plateformes qui permettent de générer du rendement, sur les plateformes d'échange centralisées, on ne met pas tout sur FTX, on en a au moins 2, voire 3. Voilà. Moi aujourd'hui, j'ai 2 principales plateformes qui sont Binance et Kraken. Et j'ai également Coinbase qui est en plateforme de secours. Important également d'avoir des plateformes qui sont le plus régulées possible. Moi aujourd'hui, Kraken, sur mes stratégies en fait de swing long terme, c'est une très bonne plateforme. Même si la liquidité elle n'est pas ouf et que les frais sont assez chers, si vous avez une stratégie qui ne fait pas trop de transactions par mois, Kraken est une très bonne plateforme. Parce qu'en plus, on a accès à du fiat, de l'euro ou du dollar directement. Et en termes de régulation, à mon sens, aujourd'hui, ça fait partie des top plateformes. Si par contre, vous avez besoin en fait de liquidité et de faire beaucoup d'opérations, bien évidemment que là, il faudra se tourner sur d'autres plateformes du style Binance. Mais de nouveau, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Après, on ne vient pas pleurer en disant « j'ai perdu tout mon argent ». Voilà. Parce que ceux qui perdent tout leur argent dans ce marché sont ceux qui ne gèrent pas le risque correctement. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Dans un environnement qui est peu régulé, qui est aussi volatile que le marché en fait des crypto-monnaies et qui est bourré d'escrocs sans que personne vienne vérifier quoi que ce soit, la gestion du risque est la chose la plus importante. Avant de commencer à gagner de l'argent, essayez déjà en fait de ne pas le perdre. Ensuite, autre leçon, mettez en place des scénarios en corrélation avec l'environnement actuel. Ça c'est hyper important et ça revient un petit peu avec la première leçon que j'ai pu en fait vous donner. C'est-à-dire que aujourd'hui, espérer qu'on part en nouveau bull market là dès maintenant, je veux dire c'est vraiment complètement incohérent. Ça n'a aucun sens, strictement aucun sens. Si vous analysez en fait un petit peu ce qui s'est passé dans le passé et qu'est-ce qui a déclenché une vraie phase de bull market, ben, vous vous rendrez compte que pour l'instant, on n'y est, mais alors absolument pas. Pour l'instant, est-ce que vous pensez vraiment que les gens vont se jeter sur les crypto-monnaies pour aller de nouveau investir comme des malades alors qu'ils viennent de se faire rincer durant toute l'année en fait 2021-2022, que certains ont quasiment perdu tout leur pognon, qu'en plus de ça, il y a des taux qui commencent à exploser et qui font que ça devient de plus en plus compliqué d'emprunter en fait de l'argent. Alors
en France, les taux sont fixes, donc pour le coup, ceux qui ont déjà en fait contracté des prêts ne sont pas forcément trop impactés pour l'instant en tout cas. Quand ils vont vouloir en reprendre des nouveaux, là ça va être une autre histoire. L'inflation qui vient bouffer en fait pour le coup le capital que possèdent les gens, ça également il faut le prendre en compte. Et le fait donc qu'ils vont devoir dépenser plus d'argent pour garder le même niveau de vie. Et à des salaires qui eux ne bougent quasiment pas, mais vous comprenez bien en fait que ça va être un petit peu compliqué. Donc on n'est pas en fait dans une configuration comme on l'a eu en 2020. N'oubliez pas ce qui s'est passé en 2020 pour le coup. On avait quand même un Covid qui a forcé les gens à ne plus consommer, à rester chez eux, et ils avaient juste un ordi sur lequel ils se sont amusés. Ils se sont amusés en fait à acheter du Netflix, du Tesla, etc. en mode on va se la jouer en fait à des traders. Ils se sont amusés à acheter en fait du Bitcoin. Ils avaient que ça à faire, ils étaient payés pour ça en plus. Ils étaient payés gracieusement par l'État qui a inondé en fait de liquidités les marchés, mais en fait tout le monde, grosso modo. Donc forcément en fait que on avait des conditions de marché pour avoir une flopée d'acheteurs et donc provoquer une grosse phase de hausse. Et c'est pour ça en fait qu'en 2020, en fin d'année en fait 2020, début d'année 2021, on a eu une énorme hausse sur les marchés. C'est à cause de ça. S'il n'y avait eu ni Covid, ni injection en fait de liquidité, ne croyez pas une seconde qu'on aurait eu ce qui s'est passé en fait sur les cryptos. Voilà. Donc le contexte est hyper important, vraiment hyper important. Donc avant de repartir en bull market, ça va demander du temps. Il y aura des vagues de hausse et des vagues de baisse encore. Il faudra juste pas se faire piéger à croire à chaque fois que dès qu'il y a un petit démarrage, c'est bon, ça repart en bull market. Donc là, il faut bien gérer ses risques. Et surtout, prendre l'environnement actuel en considération. Très important. Ne mettez pas en place en fait des scénarios vraiment qui sont très peu crédibles dans la configuration actuelle en fait des choses. Aujourd'hui, en fait, on va rentrer en plus dans une phase de récession. Il y aura des licenciements, ça a déjà commencé, il y a énormément en fait de boîtes qui ont annoncé en fait des licenciements. Le chômage va augmenter. Voilà, énormément de choses qui font que non, les gens vont pas juste se jeter de nouveau en fait sur les crypto-monnaies. Donc ça c'est quand même important en fait de bien le comprendre. Autre leçon, assez important également, s'il vous plaît, restez dans votre domaine d'expertise. Ceux qui veulent tout faire ne feront rien, ou alors ils le feront mal. Moi par exemple, il y a deux choses que je n'ai pas fait en 2021-2022. La première des choses, c'est que je n'ai pas investi ni dans Terra Luna, ni dans l'UST. Pour quelle raison? Tout simplement en fait parce que je n'ai jamais fait l'effort de creuser la technologie derrière et le système de fonctionnement de l'UST et le comment est-ce qu'il garde le PEG avec le dollar et le pourquoi est-ce qu'il y a 20% de rendement. Je n'ai pas fait l'effort d'une part en fait parce que j'avais pas le temps, premier point, mais surtout parce que pour moi déjà, quand on propose 20% de rendement, il y a anguille sous roche. Ça ne veut pas dire pour le coup en fait qu'il y a forcément un problème, mais en tout cas pour moi, ça me paraît un peu excessif, surtout par rapport à ses concurrents qui sont beaucoup plus bas. Donc rien que pour ça, j'en suis resté loin et je n'y ai jamais touché. Voilà. Donc premier point, quand on ne maîtrise pas quelque chose, on n'y touche pas. Ça c'est quand même assez important. Deuxième point, je suis resté extrêmement loin des NFT parce que pour moi, dès le début, ce n'était qu'une bulle. Voilà, c'était vraiment totalement mais ultra spéculatif. Alors déjà que les cryptos ne reposent pour la plupart sur pas grand chose, alors les NFT pour moi ça reposait vraiment sur encore moins. Donc vraiment, j'en suis resté extrêmement loin. Maintenant j'ai plus de recul pour le coup par rapport aux NFT et maintenant voilà, je peux me dire ok, on peut investir en fait dans certains types de collections comme par exemple la collection des Bored Ape Yacht Club qui eux ont été capables de préserver une certaine valeur même dans une phase de bear market parce que il y a une exclusivité, il y a une communauté privée, voilà, il y a plein de choses qui font que ça a de la valeur. Même si 99,9% des NFT n'ont aucune valeur et ont juste été créés par opportunisme pour gagner de l'argent. Et uniquement ça. Voilà. Maintenant, la technologie en fait derrière les NFT, elle est vraiment intéressante. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'entreprises qui commencent justement à s'y intéresser. Mais maintenant, voilà, moi je n'y ai pas touché parce que vraiment, la première vague de hype, je me suis vraiment dit c'est n'importe quoi, je n'y touche pas. Même si j'ai acheté vraiment pour le principe quelques NFT, mais vraiment pour 3 fois rien, juste pour voir. Et en plus j'ai bien fait parce que honnêtement, vu en fait la gueule du marché actuel, pour le coup, honnêtement, j'aimerais bien savoir aujourd'hui s'il y a quand même des personnes qui ont réussi à gagner beaucoup d'argent
et à garder cet argent en ayant spéculé en fait sur les NFT. Parce que honnêtement, on est vraiment sur encore un autre level par rapport aux crypto-monnaies. Parce que l'avantage des crypto-monnaies, c'est qu'il y a quand même un minimum de liquidité. Le problème des NFT, c'est que si on veut le vendre rapidement, ben, il faut vraiment faire une belle décote. Et il faut une collection qui en plus a de l'intérêt. Si votre collection n'a plus aucun intérêt, il n'y aura plus personne pour acheter. Donc vous voyez que c'est vraiment un niveau de risque qui est encore, à mon sens, supérieur par rapport même à investir dans des shitcoins. Ensuite, autre leçon importante, pour le coup, Twitter est votre allié. Twitter, c'est le réseau social à utiliser pour les opportunités. C'est pas TikTok, hein, je vous rassure, c'est Twitter. Parce que sur TikTok, mis à part des influenceurs qui veulent juste vous prendre votre pognon, il n'y aura pas grand monde. Par contre, sur Twitter, il y a quand même des gens qui partagent des choses qui sont vraiment intéressantes. Les projets communiquent très largement, uniquement, quasi exclusivement sur Twitter. C'est vraiment là qu'il faut être, en suivant juste quelques comptes, pour le coup, pour avoir très rapidement de l'information en fait de qualité, qui va vous servir à quoi? Non pas à savoir, pour le coup, des choses qui sont inutiles, mais à savoir les nouvelles ICO qui pourraient être intéressantes, des projets, des nouveaux projets qui pourraient être intéressants. La complexité en fait de Twitter, c'est qu'il y a trop de données, bien évidemment, après c'est pas une recette miracle non plus, donc il y a beaucoup de données, il faut être capable de filtrer tout ça, et ça demande quand même de l'expérience, surtout pour aller vite. Parce que le problème, c'est que si on n'a pas trop d'expérience, c'est compliqué, quand on va tomber en fait sur quelque chose, de voir rapidement si ça peut être intéressant, si ça vaut le coup en fait de creuser ou pas. Mais en tout cas, ça reste clairement vraiment le meilleur moyen aujourd'hui pour découvrir en fait les projets, les bons plans et les bonnes opportunités, notamment en termes de levée de fonds et d'ICO. Ensuite, éviter les influenceurs. Donc là, ça va revenir un petit peu avec l'autre point où je vous disais en fait d'arrêter d'aduler les personnes sur les réseaux. Éviter les influenceurs. Pourquoi ? Parce qu'ils gagnent de l'argent avec les vidéos sponsorisées et avec l'affiliation. Donc ça, c'est quand même aussi important. Je ne cesserai de le répéter. La plupart des gros comptes YouTube n'investissent même quasiment pas. J'en suis même quasiment prêt à mettre ma main à couper que la plupart des gros comptes YouTube n'ont même pas un portefeuille, disons, à 6 chiffres d'investis dans les cryptos directement. Ils gagnent de l'argent par leurs contrats d'affiliation, par des vidéos sponsorisées, où ils peuvent gagner en fait des gros tickets. En fait, c'est simple. Quand vous avez une chaîne, par exemple, avec 100 000 abonnés, vous n'allez même pas vous embêter à investir et à prendre du risque en fait dans les cryptos. Pourquoi? Parce qu'il vous suffit de faire une vidéo pour prendre un cachet, par exemple, à 50 000 balles. Donc, qu'est-ce que vous allez vous embêter à aller investir en fait dans des projets crypto? Vous vous en foutez complètement en fait. Donc ça, il faut le prendre en compte. Parce que quand vous suivez ces personnes-là, ils n'ont pas un avis objectif. Et ils peuvent même pas être vraiment objectifs parce que leur business, c'est de faire des vidéos et de présenter en fait des projets. Alors après, certains peut-être le font de manière un peu éthique en présentant uniquement des projets que eux ils vont juger intéressants. D'autres, à mon avis, beaucoup moins. Je ne suis pas là pour tirer directement sur des gens en particulier. Moi, je dis juste en fait la réalité. Les personnes sont payées. Donc dès l'instant où on reçoit de l'argent de quelqu'un, on ne peut pas être objectif. Voilà. Donc, s'il vous plaît, faites super attention parce qu'en plus, ces gros comptes sont vachement suivis. Alors qu'en vrai, il y a des comptes Twitter qui ont 10 000 abonnés et qui apportent encore plus de valeur. Voilà. Moi, je dis ça, je dis rien. Après, à vous de faire votre boulot par rapport à ça. Pour le coup, mais en tout cas, c'est important de bien préciser les choses. Et ils sont surtout là pour faire des vues et pour faire grimper le nombre d'abonnés. Parce que plus ils font de vues, plus ils font grimper le nombre d'abonnés, plus ils peuvent facturer cher ensuite par la suite leurs contrats sponsorisés. Donc c'est aussi pour ça en fait qu'ils font des vidéos tous les jours pour faire justement un maximum de vues et pour driver un maximum de trafic pour ensuite faire croître le nombre d'abonnés. Ceux qui font des vidéos par exemple comme moi qu'une fois par semaine et encore, voire une fois par mois parfois, vous comprenez bien que moi j'ai aucun intérêt à faire beaucoup de vidéos. Sinon vous me verrez tous les jours en fait. Donc ça c'est quand même important. Mais moi ça me permet en fait de pouvoir dire ce que je veux. Parce que je ne suis lié à aucun contrat, à aucune entreprise et je peux dire absolument ce que je veux. Maintenant, voilà, pour se permettre de faire ça, il ne faut pas en fait que YouTube soit également
son gagne-pain principal. Sinon, c'est compliqué. Bref, mais ça également, ne l'oubliez pas. Autant en 2016-2017, c'était pas vraiment répandu, un tout petit peu répandu, mais en vrai, pas tant que ça. Mais ça a complètement explosé pour le coup les années d'après. Malheureusement, je pense que la plupart des gens ne se rendent même pas compte du pognon qu'il y a à se faire juste en faisant ça. Et c'est malheureux, mais aujourd'hui, je compte même pas le nombre de personnes qui font des chaînes uniquement pour gagner du pognon et non pas pour vraiment partager une expérience qu'ils n'ont même pas. Voilà. Donc je dis ça, maintenant vous en faites ce que vous voulez. Vous êtes d'accord ou pas d'accord, peu importe. Là pour le coup, c'est mon avis. Ensuite, pour justement revenir sur ça, un compte avec des centaines de milliers d'abonnés n'a pas plus d'informations que vous. Ça également, c'est hyper important. Et également, un compte, même sur Twitter, qui gère des dizaines, voire des centaines de millions de dollars, n'a pas forcément plus d'informations que vous. Et l'exemple flagrant, ça a été FTX. Combien de gros comptes qui certains avaient des intérêts financiers en fait derrière ou parce que tout simplement ils avaient beaucoup d'argent, donc forcément en fait on les croit. Mais ils étaient sûrs d'eux en mode mais non les gars, vous inquiétez pas, FTX c'est du solide, il n'y a rien. Et même je me rappelle encore moi de personnes qui me disaient non mais j'ai demandé à quelques gros comptes sur FTX et eux pour le coup ils sont sereins. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre en fait? Parce que sous-entendu quoi? On a plusieurs centaines de millions sur FTX, donc quoi? On est potes avec SBF? Mais non, absolument pas en fait. Ils n'ont pas plus d'infos. Il faut arrêter en fait également de croire que parce que tu as beaucoup d'abonnés ou parce que tu gères beaucoup d'argent, forcément tu es pote avec tout le monde. Surtout que pour avoir ce type d'infos, on parle vraiment en fait d'infos qui sont très très peu partagées. Donc, s'il vous plaît, les comptes, les gros comptes, n'ont pas toujours plus d'infos que vous. Ils peuvent parfois, je dis pas le contraire, ils peuvent parfois avoir plus d'infos en fait que vous, mais en général, à mon avis, c'est loin en fait d'être le cas et c'est loin d'être intéressant pour vous en fait d'écouter ou de donner plus de crédit à certaines personnes sous prétexte que ils ont plein d'abonnés. Voilà. Même j'ai envie de dire, ce serait plutôt en fait l'inverse. C'est ceux qui ont le plus qui devraient être le moins écoutés. Mais bon, bref. Après, chacun fait ce qu'il veut. Et allez, on va finir maintenant avec deux dernières. Déjà, les ICO ou n'importe quel type de levée de fonds, c'est intéressant en bear market. En bull market, c'est terminé les gars. On n'investit plus. Vraiment, c'est important en fait parce que pour le coup, c'est le meilleur moyen de nouveau de perdre du pognon. Les meilleurs ICO que moi j'ai pu réaliser, c'était sur... donc il y avait Avalanche, il y avait The Graph. Alors en vrai, Avalanche, j'ai pas réussi à investir. Mais en tout cas, j'avais essayé. Pour le coup, j'avais eu un problème de KYC. The Graph, pour le coup. Ensuite, il y a eu Flow, il y a eu du NIR. Et ça, en fait, ça fait vraiment partie des plus grosses ICO qui étaient en phase de bear market. On était en 2019 pour le coup, voire 2020, mais pas fin d'année, plutôt début, voire mi-année en fait 2020, quand personne voulait investir. Et ensuite, toutes celles qu'il y a eu après, déjà en fait il y avait 15 000 personnes qui voulaient investir dedans, donc le ticket moyen a drastiquement baissé. En fait, clairement, dans Flow par exemple, on pouvait investir en fait ce qu'on voulait. Si on voulait mettre 100 000 balles, on pouvait mettre 100 000 balles. Alors qu'une fois qu'on a eu le début de la vague de hype, on ne pouvait plus rien investir, il y avait des listes en fait d'attente, et c'était pour mettre un ticket à 1000 balles, voire à 500 balles. Bon, vous voyez que ce n'est pas du tout les mêmes conditions. Donc déjà, en fait, dès qu'il y a une file d'attente, et dès que le ticket maximum commence à drastiquement réduire, là déjà, normalement, il faudrait se dire, ok, là, c'est terminé, il y a beaucoup trop de gens. Voilà. Donc ça également, c'est hyper important en fait de le comprendre. Donc en bear market, les ICO, c'est hyper intéressant. Le trading de court terme, c'est hyper intéressant. Et également, c'est l'heure de gloire des perma-bears. Donc les perma-bears, en fait, sont ces personnes qui sont tout le temps baissiers et qui, pour le coup, mais ils ont leur heure de gloire, en fait. C'est maintenant. Leur heure de gloire, en fait, ça a duré durant toute l'année en fait, 2022. Donc ils sont gonflés à bloc, ils sont sûrs d'eux, parce qu'ils ont shorté chaque phase de hausse et à chaque fois, ils ont eu raison. Et c'est eux, après, qui vont alimenter, vous le verrez, la phase de rebond à force de shorter et d'être dans le déni. Et c'est exactement pareil que la phase de bull market. Dans la phase de bull market, il y a les perma-bulls, pour le coup, donc ceux qui sont tout le temps haussiers, qui vont faire que acheter.
et dès qu'il y aura un petit retracement, boum, on rachète. Et ces mêmes personnes en fait vont également alimenter par la suite la phase de baisse. À chaque fois qu'il y aura une baisse, ils vont acheter comme des cons et ils vont se faire avoir et ils vont revendre. Donc ça c'est systématique dans ces phases-là. Et donc chaque personne, chaque type d'individu en fait dans ce marché a son heure de gloire. Et à ce moment-là, à chaque fois, ces personnes-là vont systématiquement partager en fait sur les réseaux leurs profits. Et c'est pour ça que peu importe les conditions de marché, on va toujours trouver en fait des personnes qui ont l'air de gagner de l'argent. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en général, ce ne sont jamais les mêmes personnes qui gagnent tout le temps de l'argent. En phase de hausse, en phase de baisse ou en phase de range. En général, c'est d'autres personnes parce qu'ils vont avoir d'autres types de stratégies. Et ça également, ça peut être très frustrant quand on ne comprend pas tout ça, de se dire, ok, moi j'ai gagné de l'argent en bull market, mais là je gagne plus rien. Et voir des gens qui continuent encore à gagner, c'est là en fait où on commence un petit peu à se disperser, à vouloir faire autre chose. Et malheureusement, c'est pas toujours une bonne idée. Même si pour le coup, par exemple, ceux qui font du day trading, ils peuvent gagner quand ça monte et quand ça baisse, bien évidemment. Hein, mais je pense que vous comprenez quand même ce que je veux dire. Et ensuite, pour terminer, comprenez quand vous êtes vraiment early, quand vous êtes vraiment en avance sur un projet. Et essayez, et arrêtez plutôt en fait d'essayer de vous convaincre que quand vous investissez, c'est uniquement parce que vous pensez être en avance. Quand on achète de l'Ether à 4000 $, on n'est pas en avance. Je suis vraiment désolé. Quand on achète un Ether durant l'ICO Ethereum, là, on est en avance sur tout le monde. Là, il n'y a absolument aucun doute. Quand on achète de l'Ether en dessous des 100 $, on peut se considérer aujourd'hui en avance sur la plupart des gens. Mais quand on achète à 4000 et quand vous avez en fait le coiffeur du coin qui vous parle de l'Ether, vous n'êtes pas du tout en avance sur personne. Et c'est pareil pour les ICO. Quand vous achetez dans une ICO où il y a tout le monde qui veut investir, vous n'êtes pas en avance sur rien, d'accord? Les seules personnes qui sont vraiment en avance sur des projets sont soit ceux qui ont fait partie en fait des investisseurs privés, donc dans les pré-seed ou les seed, eux sont vraiment les premiers des premiers, et ensuite dans certaines ICO, quand on est en phase de bear market, parce qu'il n'y a pas encore full pour investir en fait dedans. Mis à part ça, sinon vous n'êtes pas early. Ça, il faut quand même le comprendre pour le coup. Et j'ai justement prévu en fait de faire une vidéo par rapport à ça, par rapport notamment aux fonds d'investissement et aux levées de fonds, pour vous expliquer en fait comment ça fonctionne, comment est-ce qu'au final, malheureusement, quand vous participez à une ICO, et encore pire, quand vous allez acheter sur un listing, mais vous êtes le dindon de la farce. Mais vraiment, vous êtes littéralement le dindon de la farce. Donc je vais un petit peu essayer quand même de vous expliquer comment ça fonctionne dans ce monde-là. Qui sont ceux qui gagnent vraiment de l'argent? Qui sont ceux qui en gagnent un tout petit peu? Et qui sont ceux en fait qui se font rincer? Voilà. Et malheureusement, en général, il y a beaucoup de personnes qui se font rincer pour très très peu de personnes qui gagnent beaucoup d'argent. Mais comme c'est souvent le cas, ou même tout le temps, le cas pour le coup, en investissement. Mais je ferai une vidéo dédiée à ça pour le coup, pour vraiment vous parler des fonds d'investissement. Moi, j'ai investi pour le coup, par exemple, dans les pré-seed. Donc, je sais comment ça fonctionne, je sais quels sont les risques et je sais combien est-ce qu'on peut gagner. Et je sais également que j'ai tout intérêt à ce que le projet fasse une levée de fonds et après, ait un maximum de hype au moment du listing si je veux en tirer un maximum de bénéfices. Voilà, donc tout ça, je ferai une vidéo pour vous expliquer un petit peu le principe de fonctionnement et pour éviter en fait de se faire avoir, tout simplement. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, écoutez, pas mal d'infos. Pas mal de choses qui sont, à mon avis, importantes de vraiment bien comprendre et bien assimiler pour éviter en fait de refaire les mêmes erreurs. Donc je vous rappelle que si vous voulez recevoir ma prochaine lettre d'investissement, il faut s'inscrire. Le lien, il est directement en description. Prochaine vidéo justement où on va attaquer le sujet des fonds d'investissement et de ceux qui gagnent vraiment de l'argent en fait dans ce marché, en l'occurrence ceux qui vont investir dans des pré-seed, dans des seed ou dans des séries A, B, C ou D, peu importe. Et ce ne sont rarement, malheureusement, les personnes qui vont acheter quand leur youtubeur préféré va leur parler en fait d'une ICO avec une opportunité en fait de dingue. Voilà, en général, malheureusement, ces personnes-là, c'est ce qu'on appelle en fait dans le jargon l'exit liquidity. C'est en fait eux qui vont apporter la liquidité pour que les gros puissent sortir. Voilà. Donc tout ça, il faut bien le comprendre pour éviter en fait de se faire rincer. Et ce sera donc le sujet de la prochaine vidéo. Je vous souhaite donc une bonne rentrée, de nouveau une bonne année. Et écoutez, on se retrouve à très très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye.